Nous sommes déjà là pour notre rendez-vous de tous les jours. Merci à vous de continuer à nous suivre du lundi au vendredi. Alors que dire de l'évolution du cours de change ici en République démocratique du Congo? Justement, nous en parlerons dans cette nouvelle édition, mais également nous allons revenir sur les charges transférées dans le secteur de la santé à fin mai 2021. Tant de rubriques à exploiter, mais avant, commençons par prendre les nouvelles en bref. Tout de suite. Les nouvelles en bref d'aujourd'hui débutent avec cette information à l'occasion des 61 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le président chinois Xi Jinping a adressé un message au président congolais Félix-Antoine Tshisekedi pour lui présenter ainsi qu'au peuple congolais ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est l'ambassade de Chine en République démocratique du Congo qui relaie cette information via son compte Twitter. Parlons cette fois-ci du FMI. Après plus d'un an et demi de négociations entre les Fonds monétaires internationaux et le gouvernement congolais, le conseil d'administration du FMI a validé le financement du plan de relance économique de la République démocratique du Congo, estimé à 1,5 milliard de dollars américains. En effet, le conseil d'administration du FMI a accepté de financer le programme économique du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le reste de son mandat. Poursuivons cette fois-ci avec les agents de la Société congolaise de transport et de port qui appellent le gouvernement congolais à traiter au prochain Conseil des ministres le dossier relatif à la créance de l'État vis-à-vis de leur société, soit une somme estimée à 207 millions de dollars américains. Dans une lettre adressée au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et au Premier ministre Sama Lukonde le lundi 28 juin 2021, les agents de la SCTP déplorent la situation d'impayement à laquelle ils font face. Terminons ces nouvelles en bref avec le ministre congolais du budget, Aimé Boji, qui a liquidé en date du 16 juin 2021 la somme de 10 millions de dollars américains due à la prime de risque du personnel de santé engagé dans la lutte contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. Cette réponse du gouvernement central intervient après la grève observée dans des hôpitaux publics par les agents commis à la riposte contre la COVID-19. Voilà de retour sur ce plateau. Merci à vous de continuer à rester fidèles à Zoom Eco Live. Nous allons directement prendre la première rubrique qui nous ramène les chiffres clés. Il s'agit de Judith Unamaka. Tout de suite. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Ouna, bienvenue. Merci Piombo. Bonne fête de l'indépendance. Merci pareillement. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Hormis le cours de change, quelle est l'actualité? Alors aujourd'hui, nous allons faire le point sur les charges transférées dans le secteur de la santé à la fin du mois de mai 2021. Mais avant tout, parlons du cours de change actuel. Comme vous venez de le dire, la Banque centrale n'a pas changé son taux officiel. Un dollar se change à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,67 centimes et un euro à 2413 francs congolais. Sur le marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement la commune de Kassavubu. Et dans cet endroit, un dollar vaut 2000 francs congolais, un franc CFA se coopère à 3,71 centimes et un euro à 2415 francs congolais. Et quelles ont été ces charges transférées dans le secteur de la santé, puisque vous nous en parlez aujourd'hui? Le gouvernement de la République démocratique du Congo a dépensé en faveur du secteur sanitaire plus de 194,3 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 97,3 millions de dollars américains, avec des prévisions linéaires de 383,4 milliards de francs congolais, soit 191,9 millions de dollars américains à la fin du mois de mai 2021, renseigne le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire. À cet effet, il dégage un taux d'exécution de 50,6% au cours de la même période, un résultat qui n'a presque pas évolué par rapport aux résultats donnés au mois d'avril 2021. Ok, et pour finir, dites-nous quelle a été la projection des allocations budgétaires. Dans la loi de finances de l'exercice 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo a prévu pour des allocations budgétaires de l'ordre de 920,1 milliards de francs congolais au profit du secteur sanitaire. Il faudrait noter que la République démocratique du Congo fait face à la COVID-19 actuellement, de la troisième vague de la première COVID-19 annoncée depuis
le début du mois de juin 2021 par les autorités sanitaires. Et il faudra noter que la RDC fait de la lutte contre la COVID-19 l'une des priorités de l'action gouvernementale. Ok, merci beaucoup Namaka. Nous retrouvons-nous prochainement pour un autre numéro que vous allez nous rapporter. Merci beaucoup Piombo. Passons à présent à la prochaine rubrique, c'est le dossier que nous ramène Aris Mbenga. Je vous laisse découvrir le contenu après ceci. Le dossier du jour nous ramène le résumé des points qui ont marqué sur l'économie congolaise depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Et Aris est là pour nous donner beaucoup plus de détails. Aris, bienvenue. Merci Judith. Alors pour commencer, on aimerait déjà savoir quels sont ces événements ou les grandes lignes de l'économie congolaise depuis le jour de l'indépendance jusqu'à ce jour. Alors, les grandes lignes qui concernent l'évolution de l'économie congolaise en partant de la date de l'indépendance, donc des années 1960 jusqu'à nos jours, peuvent être circonscrites en disons pratiquement 5 grandes lignes, à savoir la partie qui concerne, donc c'est-à-dire au début des années 60 jusqu'à 1973. Alors, cette partie, on pourrait l'appeler comme ça, donc croissance et inflation modérée. Alors, on peut aller aussi vers la deuxième partie qui concerne le ralentissement de la croissance économique en RDC et l'inflation ouverte qui a débuté donc en 1974 et on va jusque dans les années 88. La troisième période de l'économie congolaise est cette période qui a marqué comme ça le déclin de la croissance ou encore la destruction de richesses qu'on pourrait appeler aussi l'hyperinflation de cette époque de 1989 jusqu'à 1997. Alors, la quatrième partie, elle concerne, disons, elle a été marquée par la déflation et l'hyperinflation. Donc, cette période qui est contenue entre l'après-mai, donc 97, jusqu'à 2001. Alors, il y a aussi la reprise donc, de la croissance économique et le début de l'inflation contrôlée, c'est qui pourrait être notre 5e étape ou encore 5e période qui débute de 2002 jusqu'à nos jours. Mais alors, quelles sont ces périodes qui ont marqué la période de croissance et de l'inflation modérée en République démocratique du Congo? Alors, la première période, celle de la croissance et de l'inflation modérée, a été marquée par les grands efforts de redressement du cadre économique qui ont été, disons, entre les années entre 67 et 1973, qui a permis de rehausser la croissance économique en RDC. Et à cette époque, le pays bénéficiait d'un environnement favorable qui a porté comme ça la hausse du taux du cuivre et même la croissance du produit intérieur brut réel qui, à cette époque, équivalait les 2,7%, ou encore la hausse du prix. Bien sûr, cette période fut marquée aussi par cette hausse générale des prix qui équivalait à 27%. Alors, quand est-ce qu'a commencé le ralentissement de la croissance et l'inflation ouverte? Alors, le ralentissement de la croissance économique et le début de l'inflation ouverte, donc cette période comprise entre 1974 et 1988, elle fut notamment marquée par cette faible croissance de 0,03% et une inflation qui était estimée à 57,6% en moyenne l'année. Chose qui fut marquée notamment par des mauvais choix en matière de politique économique ayant abouti notamment à ce surendettement. À l'époque, on se souvient, donc, dans le cadre de financement des grands travaux tels que le projet INGA 1 ou encore INGA 2. On pourrait parler aussi des projets de la CCIZ ou encore de la sidérurgie des Maluku. Entre autres, on pourrait aussi rajouter des événements économiques tels que le choc pétrolier de 1973 et 1976 qui fut marqué par la hausse du prix du baril. On se souvient donc à cette époque, le prix était à quintuplé. Donc en 1973, le prix du baril était multiplié par 5 et en 76 multiplié par 4. Et on se souvient aussi que cette période fut marquée notamment par la chute du cours du cuivre en 1975. Pendant la troisième période, on parle du déclin et de la croissance et de l'hyperinflation. Que dire de ces événements qui ont marqué la période, qui ont marqué ce déclin justement? Alors nous arrivons à la période allant de 1989 à mai 1997, donc à l'entrée de l'AFDEL, période qui fut notamment caractérisée par la
destruction, donc le déclin de la croissance économique, ou encore l'hyperinflation et la paupérisation généralisée de la population. Alors, cette période fut bien sûr marquée par diverses transitions politiques et l'instabilité institutionnelle. On se souvient, il y a eu pendant cette période près de 10 gouvernements qui se sont succédés sur près de 10 ans, et encore des malaises socio-économiques. On peut se souvenir des événements de Lubumbashi, par exemple, en 1990, ou encore des conflits interethniques en 1991, 92, et il y avait des grèves à répétition, des contestations populaires, chose qui a accentué ou qui a déclenché comme ça donc l'hyperinflation économique, bien sûr, qui a bousculé les grandes entreprises et même l'outil de production économique à l'époque. On se souvient, c'est vers les années 93, 91, 93, et encore le désordre dans les finances publiques qui a causé notamment cette dépréciation rapide donc, du taux d'échange. On se souvient qu'il y a eu une hausse de prix, il y a eu une hausse des prix intérieurs, respectivement de 98, et ce taux est allé jusqu'à 98 000%. Durant cette période, nous avons aussi assisté à la dépréciation du taux d'échange ou encore à la hausse du prix des produits intérieurs, respectivement comme ça 98% et 9 800% en 1994. Alors, il y a aussi ces conflits armés, encore l'échec de la conférence nationale qui a impacté gravement sur la situation sociale et économique dans le pays. Alors, le produit intérieur brut à l'époque avait reculé de 4,5%. Et il y avait cette hausse du niveau général des prix qui a atteint à l'époque les 2000% en moyenne. Et la pauvreté à cette époque avait atteint le seuil de 80% et celui du chômage 84%. Voilà, merci beaucoup à vous, Aris. Puisqu'on parle de l'indépendance, je vous souhaite donc bonne fête d'indépendance. Nous sommes en République démocratique du Congo, vous êtes congolais. Bonne fête à vous. Merci Judith. Bonne fête de l'indépendance à toi aussi. Toujours dans le cadre de l'indépendance, nous avons interviewé un analyste économiste qui s'appelle Alki Tengue, qui a fait son bilan depuis 1960, qui est la date même de l'indépendance, et aussi a donné des perspectives quant à l'évolution de l'économie en République démocratique du Congo. Suivez. Nous sommes un pays pauvre et c'est dramatique parce que nous avons tous les atouts pour être un pays plutôt riche. Et quand vous regardez cela, vous vous dites qu'il y a certainement des causes qui font qu'aujourd'hui nous soyons un pays pauvre. Nous avons une pauvreté à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la déchirure et la fracture du pays. La pauvreté est beaucoup plus grave en milieu rural qu'en milieu urbain. Et les milieux ruraux représentent 80% de notre population. Et ça, c'est de notre volonté. Deuxième, c'est au niveau de la capacité humaine. Nous n'avons pas suffisamment de médecins, nous n'avons pas suffisamment d'ingénieurs, on n'a même pas suffisamment de maçons. Et ça, c'est quelque chose qui coûte très cher à la compétitivité de la nation. Et le troisième palier, c'est une pauvreté de plan. On ne sait même pas où on va être dans 20 ans, dans 30 ans. Nous n'avons pas un plan conjoint de développement stratégique du pays. Et lorsque vous regardez ça, vous vous posez la question de savoir ce que nous allons nous en sortir. Et ça, c'est très inquiétant. Les colonialistes savaient exactement ce qu'ils sont venus faire ici, ça veut dire du pillage, et ils ont mis en place un réseau routier et ferroviaire pour être en mesure de faire cette besogne de manière tout à fait efficace. Ils ont donc planté les mécanismes nécessaires pour être en mesure d'extraire le plus possible. Les colonisateurs sont partis, nous avons gardé exactement la même infrastructure comme si nous avions le même objectif. La conséquence est très simple, c'est que nous avons un pays complètement déchiré qui se tourne le dos. Le rural tourne le dos à l'urbain, les provinces ne sont pas interconnectées. Nous avons une grande partie de notre territoire national qui n'a aucun développement. D'ailleurs, le passage de 11 à 26 provinces nous démontre clairement qu'il y avait une grande partie de notre pays que nous n'étions pas à contribution pour le développement du pays. Et lorsque vous n'avez pas un plan stratégique de développement, lorsque vous ne savez pas dans quel ordre vous pouvez utiliser les différentes ressources que vous avez, c'est très difficile que vous ayez de l'efficacité. En plus, si chaque fois que vous devez poser des actes de gestion, vous les posez dans le cadre du Conseil de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international ou de la BAD, ça veut dire d'autres personnes qui réfléchissent pour vous, la responsabilité flotte.
La seule chose que je dis aujourd'hui, c'est que nous devrons nous doter d'un plan stratégique de développement qui dépasse les mandats et qui dépasse les individus. Et une petite industrie qui ne représentait pas grand-chose, je voudrais juste vous rappeler que quand Mobutu partait, le budget de l'État était de 500 millions de dollars. Et quand vous rentrez dans l'histoire, on a tendance à la décrire comme étant une histoire prospère en termes économiques. La réponse est que c'est faux. Parce qu'en fait, elle ne tient compte que des quelques rares personnes qui tournaient autour des activités qui étaient celles des intérêts coloniaux. En réalité, nous avons toujours été un pays pauvre depuis l'indépendance. Et Mobutu a commis l'erreur de dilapider le peu que nous avions. Les Congolais, avec les pillages, ont commis l'erreur de saccager le peu qui nous était resté. Encore une fois, regardez ce que nous sommes en train de faire avec les réserves minières. On est en train de les gaspiller aujourd'hui simplement parce qu'on prétend que nous n'avons pas d'énergie. Mais ça, nous le savions quand nous avions mis en place le code en 2001-2002. Ça sous-entend qu'en fait, la plus grosse faiblesse, c'est l'absence de planification. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez très bien, si ce pays se met à se développer à une grande vitesse, il manquera des gens pour travailler. Donc nous n'avons même pas planifié le capital humain. Lorsque vous prenez 4 pays que j'aime beaucoup, la RDC, l'Angola, l'Afrique du Sud et le Nigeria, vous allez vous rendre compte qu'il y a un pays qui rampe, c'est la RDC, alors que tous les autres pays se développent plus ou moins ambitieusement. Et je crois simplement que même quand on dit que le pays a progressé, la seule chose qu'on oublie de dire, c'est que notre base d'évaluation est très faible. Et en fait, honte à nous parce que nous n'avons pas été en mesure de mettre en place un plan stratégique de développement cohérent, logique et convergent. Deuxième chose, cette situation est encore devant nous. C'est un appel pour le chef de l'État aujourd'hui de pouvoir piloter, conduire un plan ambitieux de développement de ce pays et nous en avons des atouts. Nous sommes à une période extrêmement prospère pour nous. C'est le passage des carburants polluants aux carburants non polluants dont nous avons un potentiel énorme. Et donc nous avons aujourd'hui des outils pour jouer un rôle extrêmement important, mais également de développer très rapidement. La seule façon de le faire, c'est de nous assurer qu'on se développe à la base d'abord. Les perspectives restent les mêmes, et c'est la crise de coronavirus qui nous le démontre. On ne peut pas continuer à être un pays avec un système sanitaire aussi fragile que celui-là, sinon nos hommes les plus intelligents, les plus vaillants meurent à 54 ans, qui est la moyenne d'âge de mortalité dans la République démocratique du Congo. C'est un gaspillage incroyable. Et deuxième chose, nous ne pouvons pas avoir une économie extravertie et donc il faudrait qu'on commence à travailler sur place. L'une des choses que je dis de manière assez régulière maintenant, c'est qu'il faut produire et consommer congolais. Il faut travailler, il faut dire aux gens que nous sommes 100 millions de personnes. Il est illogique de penser qu'on peut faire fonctionner 5 millions de personnes et nourrir tout le pays. C'est impossible. Il faut donc avoir une économie organisée qui commence à la base, qui prend en charge nos besoins primaires pour qu'on arrête d'importer les besoins dont on a pourtant un potentiel local. Je crois que l'une des choses qui nous est très importante, c'est la nécessité d'avoir cette planification qui dépasse les couleurs politiques et qui dépasse les individus, qui nous donne des horizons qui permettent que les chefs d'État et de gouvernement ne se sentent pas obligés d'être évalués par les choses qu'ils vont commencer et terminer, qu'ils soient évalués par des choses qu'ils ont engagées, qui engagent le développement structurant de la République. Et ça, je pense que c'est un défi que nous sommes capables de faire. Mais juste pour vous dire quoi, l'Angola, dans les années 2000, a bondi sur le pétrole. Le Nigeria a bondi sur le pétrole. Nous, on voudrait faire une croissance, même à 2 chiffres, ça ne donnera pas de résultat. Nous pouvons bondir, mais nous bondirons sur l'énergie électrique qui est transformée en hydrogène, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde est en demande et nous en avons le potentiel. Et il faudrait que les gens comprennent que nous sommes vraiment à une charnière extrêmement importante du développement économique de la République démocratique du Congo. Nous faisons partie de plusieurs zones économiques régionales. Okay. Nous sommes le pays fainéant de toutes ces zones. Dans la SADC, nous sommes ceux qui ont implémenté le moins possible de réformes globalisantes. Et c'est la même chose dans les autres zones où nous sommes actifs. Nous venons d'accéder à la zone de l'Afrique de l'Est, mais exactement avec les mêmes faiblesses. Demain, et nous avons déjà signé, l'Afrique a déjà accepté, nous allons devenir un continent unique sur le plan de développement de l'économie et des échanges commerciaux. Toute la question, c'est encore une fois quelque chose qui ressemble à des choses que nous connaissons. Nous avions les objectifs du millénaire de développement. Nous n'en avons atteint aucun parce que nous ne nous sommes jamais préparés pour. Nous sommes aujourd'hui dans les zones des 17. Si tu poses la question à la République démocratique du Congo, quel est ton objectif, quel est ton plan, objectif par objectif, nous allons balbutier. De la même manière, si la ZLECAf, dans laquelle nous allons être très actifs de manière permanente d'ici 10 à 13 ans, si nous ne nous préparons pas, si nous n'avons pas un plan pour, ce sera la catastrophe. Et c'est rien que ça que les gens voient. Les gens se projettent dans 10-13 ans, se voient dans la ZLECAf comme si nous allions y entrer dans l'état actuel des choses. Et ça, c'est une véritable folie.
Je pense simplement que nous avons ici le temps de pouvoir regarder quels sont les avantages comparatifs que nous avons et les avantages compétitifs que nous avons pour être en mesure de jouer un rôle extrêmement important. En fait. Laissez-moi vous dire deux choses. La première, nous sommes le point de jonction entre l'économie de l'Est et de l'Ouest, entre l'économie du Nord et du Sud. Ça sous-entend qu'en fait, pour que la ZLECAf existe et fonctionne, tout le monde a intérêt que nous marchions bien. Et ça, c'est donc une chance. Deuxième, nous avons des terres arables énormes. Ça sous-entend qu'en fait, on peut se nourrir, mais on peut être la source de nourriture pour les pays semi-désertiques et désertiques du continent. Nous sommes une opportunité pour le continent. Troisième chose, nous avons une réserve énergétique extrêmement importante. Nous sommes donc aussi probablement un point de départ pour être en mesure de donner de l'industrialisation à l'intérieur, mais également à l'extérieur du pays. Nous sommes une opportunité pour le continent. Deux choses, c'est soit on joue le rôle, soit on nous fait jouer le rôle. Nous allons poursuivre notre tranche, mais cette fois-ci avec l'édito du jour qui nous revient avec une autre analyse dans la chronique. C'est avec Patrick Bomboka. Suivez la chronique après ceci. Bonjour. La gouvernance du secteur financier en République démocratique du Congo a pris un coup depuis la révélation de l'Inspection générale des finances IGF sur l'existence des cartes Visa attribuées à certains hauts fonctionnaires, à certains membres du gouvernement qui seraient directement liés au compte général du Trésor. Cet état des choses a donc conduit les ministres des Finances à demander au gouverneur de la Banque centrale du Congo à bloquer toutes ces cartes incriminées. En date du 11 juin, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a donc donné du répondant. Le gouverneur a confirmé par une lettre adressée au ministre des tutelles avoir bloqué toutes les cartes attribuées à certains membres du gouvernement et à certains hauts fonctionnaires de la République. Si le gouverneur de la Banque centrale du Congo évoque des raisons de service qui auraient justifié l'octroi de ces cartes Visa, du côté de l'Inspection générale des finances, cette pratique est jugée contraire aux prescrits de la loi des finances, seule référence en matière de dépenses publiques. D'après donc les explications du gouverneur de la Banque centrale du Congo, 3 observations peuvent être relevées. Premièrement, selon la Banque centrale du Congo, ces cartes ne sont pas directement liées au compte général du Trésor. C'est d'ailleurs le contraire de cette version des faits qui a été répandue depuis le début de cette affaire. Deuxièmement, ces cartes sont émises par le correspondant local et adossées au compte résident monnaie étrangère de la Banque centrale du Congo dans les livres de la banque émettrice. Troisièmement, c'est donc à la réception des avis de débit suite à leur utilisation que la Banque centrale du Congo répercute au compte général du Trésor le montant ad hoc et c'est à due concurrence. Dans sa correspondance, le gouverneur de la Banque centrale du Congo joint en annexe la liste des bénéficiaires et les montants décaissés par chacun d'eux. Mais rien n'est dévoilé sur la limite décaissement imposée à chaque bénéficiaire, alors que plusieurs voix évoquaient il y a quelque temps de montants allant de 20 000 à 40 000 $ américains qui seraient autorisés par mois. Engagés dans les efforts de maximisation des recettes publiques, les gouvernements de l'Union sacrée de la Nation intensifient sa vigilance pour barrer la route à toute forme de coulage des recettes de l'État. L'orthodoxie financière, la lutte contre la corruption et l'impunité demeurent des choix stratégiques pour le gouvernement Sama Lukonde, déterminé à relancer l'économie nationale. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, Zoom Wednesday nous amène à la découverte des prix des produits de nettoyage maison. À la présentation, c'est Naomi Kandi. Suivez. Pour lutter et entretenir nos maisons ou espaces quotidiens, nous utilisons généralement des produits de nettoyage pour lutter contre l'insalubrité. Tout de suite, découvrons sans plus tarder les produits de nettoyage pour rendre propre notre environnement. C'est parti! Débutons avec le produit de nettoyage Bactérol de 500 ml qui se vend à 2000 francs. Celui de 1 litre revient à 4000 francs et celui de 5 litres à 15 000 francs.
Pour ceux qui préfèrent utiliser l'eau de Javel pour la désinfectation, celui de 500 ml coûte 1 500 francs. Celui de 1 litre à 3 000 francs. Pour ceux qui veulent se procurer celui de 5 litres coûte 18 000 francs. Pour les utilisateurs des esprits de sel ou acide chlorhydrique qui permet de déboucher vos toilettes ou tuyaux d'évacuation. Un esprit de sel de 500 ml se vend à 5 000 francs. Celui de 1 litre coûte 10 000 francs et de 5 litres revient à 50 000 francs. 200 ml d'amidon coûte 5 000 francs. Un anti-souris revient à 500 francs. 200 ml de Vim nettoyant se vend à 1 500 francs. Terminons notre marché du jour avec 400 ml de Vim nettoyant qui se vend à 4 000 francs. Ce fut un plaisir d'être avec nous dans Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Quels sont les différents rendez-vous économiques en vue? Adassa Grace nous présentera ceux qui auront lieu du 1er au 3 juillet 2021. Suivons l'agenda tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, la Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle débute ce 1er juillet 2021 au contrôle de la souscription locale des assurances de la faculté à l'importation. Ça se tiendra à Kinshasa. Un autre rendez-vous à ne pas manquer, il s'agit du colloque numérique qu'organise l'Africa CEO Forum. Aura lieu ce jeudi 1er juillet sur l'ère des infrastructures. Notons également Fashionomic Africa, en collaboration avec Google, organise Masterclass avec le thème Compétences numériques pour les entrepreneurs de la mode et aura lieu ce vendredi 10 juillet sur le plateforme Zoom. Pour finir, signalons que MIFDA, en collaboration avec le Salon Kerdi, prépare un cocktail business qui débutera ce vendredi 10 juillet et va se clôturer le 3 juillet prochain de 10h à 18h à l'hôtel Rotana Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise, nous en parlons encore une fois dans la rubrique article 15. Aujourd'hui, Benita Mweni a frappé à la porte d'un vendeur de noix de coco, communément appelé Cocoti en Lingala. Il nous partage son expérience, ce vendeur. Nous allons donc suivre son organisation et comment il fait pour nouer les deux bouts de noix. Article 15, c'est parti. Le tout change avec le temps. 5 ans depuis Nabanda Kopoyo, Nazwa Kapena solution à Malamuti. Nazana Namwasi Nabana Mibali. Mais pour Nangai Namona Loko te permettre ngate pour na Kopo. À part Kaka Nazwa moi et Loko ne fils que Tolia Nanda, mais Yakobomba et ça. Na kopi na ngai oyo nazosala donc ebandeli ti suka eloko eza te bagene to souffrir. Naza diplômé depuis 2012 ti lelo naza kaka na kopi na souffrir mabe mosala eza te na mboka oyo. Conseil mpona bagene balukela bango mosala. Omoni bagene makambo nyonso bazosala eza kozanga misala. Tako avandi aza piaka azoluka shimbo eza te. Suka era komona yo zana mbongo na nzela ozotambola. Asala nini akolanda yo abotola. Pona gouvernement congolais a créé nyonso. Emploi, banini, tout ça, on a Congolais à vivre kitoko. Alia kitoko, pe miyibi pe kuna, balongwa. Nyoso baiba balongwa.
Nous voilà à la fin de cette édition. Merci d'avoir accepté de passer ce petit bout de temps à mes côtés, bien sûr, pour parler de l'actualité économique ici en République démocratique du Congo. Bonne fête de l'indépendance à tous et les rendez-vous, c'est au prochain numéro, avec le même plaisir.